Rétro Hebdo. Salut et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine. Au cours de cette semaine, la circulation des biens et de personnes au poste frontalier de Gatumba entre le Burundi et la République démocratique du Congo a été perturbée. Dans cette actualité, nous nous rendrons sur ce poste frontalier de Gatumba. Au cours de cette semaine également, la Commission électorale nationale indépendante a révélé les dates d'affichage de la liste des électeurs pour les prochaines élections prévues au cours de cette année. C'est également au cours de cette semaine qu'il a été révélé que le FMI, le Fonds monétaire international, a annulé un crédit de 260 millions de dollars américains qui était destiné au Burundi. Également, dans cette rétro, nous parlons de cette annonce qui a été faite à l'IGBU, l'Institut géographique du Burundi, sur les prévisions météorologiques pour la saison culturelle B. Voilà pour l'essentiel de cette rétro. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. La circulation des biens et des personnes au poste frontalier de Gatumba entre le Burundi et la République démocratique du Congo a été paralysée depuis jeudi de cette semaine. Les passagers trouvés sur les lieux ce samedi ont raconté à nos reporters qu'aucun véhicule n'était autorisé depuis ce jour à franchir l'axe, sauf la circulation locale. On fait le point avec Claire Yakahundi. Ceux qui exercent le commerce transfrontalier ou qui effectuent d'autres activités près de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo en zone Gatumba indiquent que passer la frontière est problématique. Normalement, nous nous rendons au Congo en passant par la frontière sans problème. Depuis jeudi, la traversée est quasi impossible. Toutefois, ils précisent qu'ils ne savent pas la raison de cela. Je suis conducteur de taxi-vélo. La raison de la fermeture, je l'ignore et je ne comprends pas cela. Néanmoins, des informations recueillies auprès de ceux qui effectuent des activités près de la frontière affirment qu'aucun véhicule n'est autorisé à quitter le Burundi pour se rendre en République démocratique du Congo, alors que ceux qui proviennent du Congo restent autorisés à entrer au Burundi. Certains piétons sont tout de même permis de traverser la frontière. Nous avons vu peu de piétons traversant la frontière. Des personnes exerçant différentes activités soulignent qu'ils subissent des pertes. Nous qui exerçons le commerce transfrontalier subissons des pertes du moment que nous ne pouvons pas traverser. Cela ne se passe pas bien. Ceux qui ont des restaurants n'ont pas de clients et la nourriture n'est pas consommée. La vie est perturbée. Même s'ils se rendent à leur point de vente habituel, la situation reste inchangée étant donné que la traversée demeure impossible. Ils plaident alors pour que cette frontière soit à nouveau fonctionnelle pour que leurs activités puissent reprendre. Nous demandons aux instances habilitées d'examiner la situation et faire le tout possible pour que nous puissions traverser la frontière afin que nous puissions de nouveau avoir notre gagne-pain. Interrogés sur la raison de cette perturbation, des sources policières n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet. Cette situation se présente ainsi depuis ce jeudi. Ceux qui ont tenté la traversée ce vendredi et ce samedi signifie que la situation reste inchangée. Merci Claire Kahundi. Le gouvernement du Burundi se dit prêt à accueillir à bras ouverts des Burundais sur la liste des migrants illégaux sommés de quitter le sol américain. Après l'annonce de la politique du gouvernement d'État américain portant fin de la citoyenneté par droit du sol, le ministre burundais en charge de la diplomatie a signifié à la presse au début de cette semaine que le gouvernement a démarré des négociations pour que les Burundais se trouvant là-bas soient renvoyés dans le respect de leurs droits. Albert Shingiro a aussi un mot à dire sur la baisse ou l'arrêt de l'aide américaine à certains pays africains, dont le Burundi. Suivez le ministre Albert Shingiro. Concernant la liste des Burundais qui sont menacés d'être expulsés aux États-Unis, ce ne sont pas uniquement les Burundais, c'est une politique de la nouvelle administration Trump qui concerne tous les pays du monde qui ont des citoyens irréguliers sur le territoire américain. Je pense que c'est important de respecter la souveraineté d'autres pays. Même chez nous, n'importe quel pays au monde n'accepte pas que des irréguliers résident dans nos pays. En ce qui concerne le Burundi, nous allons accepter que ces Burundais reviennent. J'ai rencontré ce matin l'ambassadeur des États-Unis au Burundi qui m'en a parlé. Je lui ai dit que le gouvernement burundais va tout naturellement coopérer, mais qu'il faut respecter les droits humains de ces Burundais qui rentrent.
En ce qui concerne les informations qui circulent disant que l'administration Trump va diminuer les appuis, l'assistance à certains pays, y compris certains pays africains, y compris le Burundi. Bon, ce que je peux dire là, c'est que, bon, écoute, quand un pays décide souverainement de diminuer l'assistance à un autre pays, nous ne pouvons pas aller dire le contraire parce que bon, c'est une décision souveraine. Des pays qui nous aident, nous apprécions cela, mais vous devrez savoir que les Burundais ne payent pas de taxes aux États-Unis. C'est un réveil pour nous. Nous devons travailler fort pour pouvoir augmenter la production au niveau national et vendre à l'étranger, avoir des devises et évoluer au lieu de tendre la main chaque fois aux étrangers. Voilà, c'était le ministre Albert Nshingiro ayant les affaires étrangères dans ses attributions. Des conducteurs de véhicules de type Probox assurant le transport en commun en province Makamba ont suspendu au début de cette semaine leurs activités. Le motif de cette suspension est la pénurie du carburant dans le pays, ce qui fait que ces conducteurs approvisionnent en Tanzanie à un prix élevé. Selon eux, ils ont indiqué qu'ils travaillaient à perte, surtout que les agents de l'ordre leur obligeaient de respecter les prix officiels. On fait le point avec notre correspondant Serge Sindaïgaï. Ce malentendu entre les transporteurs utilisant les véhicules de type Probox de la province Makamba et les contrôleurs routiers a fait qu'ils entament un mouvement de grève dès le matin de ce lundi. Selon les chauffeurs contactés, ils travaillent à perte suite au manque de carburant sur les stations-service de cette province depuis bientôt 2 mois. Ils expliquent que pour faire le service minimum, ils étaient obligés de s'approvisionner en carburant à République unie de Tanzanie, où le litre d'essence s'achète à près de 10 000 francs suite à la dévaluation de la monnaie burundaise. Au moins 2 mois viennent de s'écouler sans carburant sur les stations-service. Ils nous approvisionnaient en Tanzanie et leur monnaie est plus ou moins élevée. 600 000 francs équivaut à 200 000 shillings. Ils disent qu'ils étaient obligés de hausser le prix des tickets de transport, ce qui pousse la police de roulage de les infliger de l'ordre des amendes allant de 500 à 700 000 francs burundais. Comme conséquence, ces chauffeurs disent que cette situation crée des malentendus d'une part avec leurs patrons et dans les familles d'autre part. Nous sommes fatigués de travailler à perte car le propriétaire de véhicule exige le versement. C'est à cause de la pénurie du carburant qu'on a dû arrêter. Les agents de l'ordre ne nous comprennent pas. Ils n'acceptent pas qu'on dépasse le nombre, ni la hausse de prix. Ils nous taxent de l'ordre des amendes. Les passagers disent quant à eux que cette situation favorise les policiers corrompus pour exiger la corruption aux chauffeurs de voitures, se cachant derrière la mesure du respect des prix des tickets de transport, ce qui paralyse leurs voyages. Les chauffeurs signent et persistent qu'ils vont reprendre le travail après la distribution du carburant sur les stations-service locales. Qu'ils comprennent les conducteurs et les laissent négocier avec leurs clients. Selon ces derniers, les stations-service de l'intérieur passent plusieurs mois sans être servies au détriment de celles de la capitale économique Bujumbura, signalant que ce même mouvement avait été entamé par les agences de transport en province Makamba et aussi argant qu'ils travaillent à perte car s'ils s'approvisionnent sur le marché noir tanzanien, on les contraint de respecter les prix officiels alors que cela est pratiquement impossible. Depuis Makamba, Serge Sindaïgaya pour la radio Inoni Culture. Merci Serge Sindaïgaya. Politique à présent, la CENI a annoncé au cours de cette semaine que l'activité d'affichage des électeurs pour les prochaines élections va se dérouler du 10 au 12 février de l'année en cours aux anciens bureaux d'inscription. Le président de la CENI, Prosper Ntagwamiye, l'a annoncé ce vendredi au cours d'un point de presse qu'il a animé. Suivez le président de la CENI, Prosper Ntagwamiye. La Commission électorale nationale indépendante organise du 10 au 12 une activité d'affichage des listes électorales provisoires des électeurs. Ces listes électorales seront affichées aux anciens bureaux d'inscription. C'est le moment en fait de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'inscription. Sur terrain, il y aura des fiches pour omission. Si par hasard on a oublié d'enrôler quelqu'un, il y aura aussi des fiches de correction. On peut mal transcrire un nom. Il y aura aussi des fiches pour radiation. Si vous trouvez que quelqu'un ne remplit pas les conditions, on peut demander de l'enlever sur la liste. Alors quelqu'un qui a perdu le récépissé, il y a possibilité de le récupérer sur la liste, soit en vérifiant si cette personne est sur la liste électorale provisoire, si par hasard ou par inadvertance
elle a perdu le récépissé et qu'elle ne se trouve pas sur la liste électorale provisoire, il faudra que ces personnes le signalent. Nous allons vérifier dans nos registres. Si nous trouvons qu'effectivement cette personne se trouve dans les registres, tant mieux. Mais si par malheur, elle n'a ni récépissé et ne se trouve pas sur la liste des électeurs, la liste provisoire, et n'est pas dans le registre, vous comprendrez vous-même que cette personne, la grande probabilité, c'est qu'elle ne s'est pas fait enrôler. Rétro Hebdo. Des ménages situés dans les emprises de l'axe menant vers un point qui relie le Burundi et la République démocratique du Congo depuis la commune Buganda de la province de Cibitoke, une infrastructure toujours en chantier, plaide pour l'accélération des procédures de paiement d'indemnité, alors que ces ménages devraient normalement bénéficier de leur dû en 2023. L'administration rassure toujours, n'est-ce pas, Alexis Nkeshimana? Les travaux de construction du pont de la Rusizi sont en cours à transverse en commune Buganda. La population de cette localité espère y tirer beaucoup de profit à travers des échanges avec les voisins de l'autre côté de la Rusizi. Nous comptons nous développer à partir de là. Il y aura la libre circulation de biens de personnes entre le Burundi et la RDC. Les produits alimentaires sont disponibles au Congo alors que nous en manquons ici chez nous. Malheureusement, nous traversions clandestinement. Il y a même ceux qui risquent leur vie. Si le pont est fonctionnel, nous espérons un moyen facile pour l'échange de biens. Les travaux de traçage de la route qui va relier ce pont à la route nationale numéro 5 ont débuté et le marquage des biens à dégager a déjà pris fin. Cependant, les habitants de la localité concernée n'ont pas encore eu de frais d'indemnisation. Selon ces habitants, ils n'accepteront pas la démolition de leurs biens avant l'octroi de ces frais. Il y a une année presque sans rien eu comme indemnité. Si jamais on démolissait nos maisons, où trouverons-nous les moyens pour louer les maisons encore? Je me dis que nous devrions être indemnisés avant que les travaux ne prennent fin. Contacté, le gouverneur de Cibitoke confirme que ces frais sont prévus. Certaines personnes qui traversent la Rusizi aujourd'hui passent encore dans cette rivière et risquent leur vie. Les travaux de ce pont sur la Rusizi étaient prévus pour une durée de 13 mois. Un pont qui sera long de 120 mètres. Alexis Nkeshimana, Cibitoke, Radio Indundi Culture. Merci Alexis Nkeshimana. Au cours de cette semaine, il a été révélé que le FMI, le Fonds monétaire international, a annulé un crédit de plus de 260 millions de dollars américains qui était destiné au Burundi. Pour prétexte, le Burundi aurait échoué à harmoniser le taux du marché officiel sur celui du marché noir. Alice Ndaïzeye nous rappelle des préalables pour les programmes du genre. Lorsqu'un pays emprunte au Fonds monétaire international, il s'engage à adapter sa politique économique pour surmonter les problèmes qui l'ont conduit à solliciter cette aide financière. Néanmoins, certains critiquent les conditions imposées au pays en échange des prêts qui peuvent aggraver la situation économique des États. Cela est ainsi alors que le FMI vient d'annuler plus de 200 millions de dollars qui devraient accorder au Burundi. Le Burundi a refusé à se conformer sur la condition du FMI qui lui imposait pour bénéficier de ce crédit de plus de 261 millions de dollars comme convenu selon un accord signé entre ce dernier et le Burundi il y a une année et demie. La condition était de dévaluer le franc burundais par rapport au dollar afin d'aligner le taux du marché officiel sur celui du marché noir, ce que le président burundais Evariste Ndayishimiye n'a pas accepté. Le numéro 1 burundais a trouvé que dévaluer la monnaie nationale serait participer à accélérer une inflation déjà galopante. Le taux d'inflation annuel s'établit à plus de 26% du mois de janvier l'an 2024 selon l'Institut national de la statistique du Burundi. Le taux de change de la Banque de la République du Burundi ce 6 février d'un dollar américain était de plus de 2900 alors que sur le marché noir un dollar se vendait à plus de 7000 francs burundais. Merci Alice Ndaïzeye. Et que peut-on alors être l'impact de cette décision du FMI sur l'économie du Burundi? Avec plus d'autres explications sur le sujet, l'économiste Francis Rohero trouve que le Burundi, après l'annulation de ses fonds par le FMI, devrait augmenter des produits d'exportation afin de générer des devises. Suivez l'économiste Francis Rohero.
Je rappellerai aux Burundais que la valeur d'une monnaie locale tient sa valeur par deux faits. C'est d'abord la capacité de production des biens et des services dans ce pays. Et deuxièmement, c'est la comparaison avec les monnaies des pays limitrophes ou étrangers. En insistant sur ce qui a été fait par l'annulation de cette manne monétaire qui était promis par le FMI, je dirais qu'en général, l'octroi d'une telle somme n'est jamais une solution par rapport à une économie nationale. C'est comme une béquille qu'on donnerait à une économie pour qu'elle puisse dans un premier temps utiliser cet argent en essayant de réinvestir dans la production pour qu'au cas échéant l'économie d'une nation puisse dans son économie pouvoir vendre et satisfaire sa consommation interne par rapport à ses biens produits, à ses services. Ainsi, pour moi, accepter une telle somme, ça signifiait immédiatement accepter d'investir dans la production pour que le Burundi aille mieux. Ainsi, du moment où la solution probable n'est pas signifiée, pour moi, il n'est pas nécessaire d'accepter des sommes colossales de dollars ou de devises étrangères pour la BRB qui, dans les habitudes, cet argent n'est pas géré de façon, je dirais, principielle parce qu'on la donne à la plupart d'hommes politiques qui sont devenus des commerçants dans son pays, qui sont devenus des hommes d'affaires et à ce moment, le contrôle de cet argent devient difficile. Du moment où notre banque nationale ne peut pas avoir des principes corrects pour donner de l'argent, des devises à ceux qui en ont vraiment besoin pour importer des biens et des services qui sont typiquement élémentaires pour l'économie de la nation et que cet argent est donné de façon arbitraire, on devient dans ce cas un pays budgétivore. Les Burundais ont célébré mercredi le 5 février le 34e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale signée en 1991. Des habitants de la ville de Bujumbura précisent qu'en général, les Burundais sont unis. Toutefois, que certains défis préoccupent les Burundais, notamment la hausse des prix de produits de première nécessité ainsi que la carence de produits pétroliers, n'est-ce pas, Claire Kanhundi? Ceux avec qui nous nous sommes entretenus affirment qu'en général, les Burundais sont unis. Cependant, ils indiquent que certaines choses perturbent leur tranquillité, notamment la hausse de prix des produits de première nécessité. Même si certains n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, ils trouvent que certains défis hantent les Burundais, notamment la carence de produits pétroliers et ses conséquences. Ils ajoutent que si une solution à ces défis est dégagée, cela consoliderait l'unité et l'amour entre le peuple burundais, comme le souligne cette femme de la municipalité de Bujumbura. Ce qui consoliderait l'unité, c'est que chaque Burundais considère un autre comme son frère ou sa sœur et se sent comme état de frère. Nous devons avoir de bonnes relations sociales et avoir l'amour du prochain. Je trouve que cela consolidera l'unité nationale. Après différentes tensions ethniques qui ont affecté le pays, le chef d'État d'alors, Pierre Buyoya, a mis en place une commission chargée de traiter la question de l'unité nationale. Une charte de l'unité nationale a été proposée et votée par référendum le 5 février 1991. Il a alors été institué que chaque année est célébrée à cette date la journée de l'unité nationale. Un monument de l'unité nationale a même été érigé, symbolisé par un fagot de bois. Rétro Hebdo. De sa part, l'association Solidarité pour la valorisation de l'art et de la culture rebondit. Sova Bagashiti regrette que la dimension artistique perd petit à petit de la place dans la culture de l'unité, comme l'explique ici le président de cette association, Célestin Néandemier, connu sous le sobriquet de Chond. J'ai vécu depuis mon enfance, moi je suis né en 1964, je suis né dans une période où il y avait des pogroms qui ont fait beaucoup de problèmes dans notre pays, où il y a eu beaucoup de vies humaines qui sont parties injustement. Chaque homme politique, quand il vient au pouvoir, il lance des discours. Mais les artistes, ce qu'ils peuvent donner, ce sont les chansons. Alors les chansons, c'est des messages qui sont véhiculés et qui arrivent très loin. Moi, avec ma chanson, directement, c'est lui qui est aux États-Unis, il m'écoute alors que je suis ici au Burundi. Ce qui fait qu'on devrait y mettre beaucoup de paquets pour que la chanson puisse être diffusée et que le message puisse être transmis à qui de droit pour qu'il y ait cette unité nationale. Donc c'est un outil de communication très important parce que c'est à partir de ces chansons que les gens comprendront qu'il y a l'amour entre les Burundais. La thématique en rapport avec l'unité nationale devrait être renforcée, devrait être encouragée par le gouvernement parce que les pogroms que nous avons connus, il faut que ça ne revienne plus. En diffusant tous ces messages, ça serait une façon d'éviter ou de faire de la balise pour que ces faits ne puissent pas encore une fois revenir dans notre pays. C'est très dommage. Dans le temps, quand j'ai commencé à chanter, la chanson a été diffusée plusieurs fois. Mais actuellement, les gens commencent à oublier.
tout en espérant qu'ils ne vont pas oublier le message que nous avons donné, est un message important, un message en rapport avec l'unité nationale. Voilà, c'était Célestin Nyandemié, il est le président de l'association Sova Bagashiti. Les députés burundais ont lundi de cette semaine dénoncé le blanchiment d'argent par des cadres de l'État et qui souvent se transforment en paradis fiscaux hors des frontières, se sont exprimés en séance plénière quand la Chambre basse du Parlement procédait à l'analyse et à l'adoption d'un projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Les élus du peuple ont demandé aux instances concernées de suivre de près la question et le ministre des Finances, qui était l'invité du jour, a confirmé les faits et a promis une stratégie efficace de rapatriement des fonds détournés après le rapport d'une cellule de renseignement financier. Le point avec Dieudonné Niyonzigami. Terence Manirambona est un des députés qui a émis cette inquiétude. Il a voulu savoir des sanctions infligées à l'endroit des fonctionnaires de l'État qui détournent des fonds dans le trésor public et qui servent par la suite à la construction des infrastructures privées comme des hôpitaux. Le député Martin Ivyabandi est préoccupé par des paradis fiscaux. Il a demandé au ministre en charge des Finances s'il a encore entrepris des enquêtes sur ces cas et prend des mesures y afférentes. Le ministre Nestor Naonouye, alors qu'il est invité à la Chambre basse du Parlement ce lundi pour exposer des motifs d'un projet de loi portant modification de la loi numéro 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a signifié que d'autres cas se présentent. Les infrastructures reviennent au trésor public, mais il a précisé que ces dernières continuent à servir la nation. Sur des paradis fiscaux, Naonouye a souligné que toute mesure sera prise après la clôture d'une enquête qui a été menée entre le mois de mai et août de l'année écoulée par la cellule de renseignement financier. Sur cette lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Burundi a ratifié deux conventions, l'une de 1988 et l'autre de 1999. Cet organe en charge de cette lutte a été mis en place en 2008 et a débuté ses activités en 2022. Merci Dieudonné Niyonzigami. Et enfin, la fin de la saison culturelle B est prévue dans certaines régions naturelles du Burundi dans la première décade du mois de mai, tandis qu'ailleurs, elle s'allongera jusqu'au 25 du même mois. C'est ce qu'indique l'IGEBU, l'Institut géographique du Burundi. Le directeur général de cet institut, Augustin Genzirabona, appelle les responsables du secteur agricole dans les provinces à se servir des données de ces prévisions météo afin de guider les agriculteurs pendant cette saison culturelle et à suivre chaque mois les publications de l'IGEBU sur d'éventuelles variations de ces prévisions afin de s'y adapter. Suivez le directeur général de l'IGEBU, Augustin Genzirabona. Le début de la saison culturelle B, appelée communément Imbeshi, n'est pas le même sur tout le territoire national. Le début de la saison Imbeshi se situe entre la deuxième et la troisième décade du mois de février dans les régions d'Imoso, Buragane, Bweru et Buyenzi. Le début de la saison Imbeshi se situe entre la troisième décade du mois de mai et la première décade du mois de février dans les régions naturelles du Mugamba, Buyogoma, Buragane et Migwa et une partie du Buyenzi. La tendance de ces précipitations montre des précipitations qui peuvent être excédentaires dans ces régions, les régions naturelles du Mugamba, les régions naturelles de Migwa et les régions naturelles de Bweru. Il y aura aussi des précipitations à tendance déficitaire dans les régions de Kirimiro, de Buragane, de Mosso et une partie de la région de Bweru. La fin de la saison se situe entre la première et la deuxième décade du mois de mai dans les régions de l'est du pays, à savoir le Kirimiro, le Kumoso et le Buragane. La fin de la saison, Imbeshi se situe entre la troisième décade du mois de mai dans les régions de Mugamba et dans les régions de Migwa et une partie de la région de Buyenzi. Voilà, c'était Augustin Genzirabona et le directeur général de l'IGEBU, l'Institut géographique du Burundi. Eh bien, ainsi prend fin cette rétro. Merci de l'avoir suivi. Rétro Hebdo.